Rashomon, conte de Ryonosuke Akutagawa. Cela s'est passé un jour au crépuscule. Un homme de basse condition était là sous la porte Rashomon, à attendre une accalmie de la pluie. Il n'y avait personne d'autre que lui sous la vaste porte. Seul, sur une colonne énorme dont l'enduit rouge était tombé par endroits, un criquet s'était posé. La porte Rashomon se trouvant dans l'avenue Suzaku, on se fut attendu à y rencontrer, outre cet homme, 2 ou 3 personnes, des femmes en chapeau conique ou des hommes coiffés d'ébauchis, cherchant un abri contre la pluie. Et pourtant, il n'y avait personne d'autre que lui. Pourquoi, direz-vous ? Ces 2 ou 3 dernières années, une suite de calamités, tremblements de terre, cyclones, incendies, famines, s'étant abattus sur la ville de Kyoto, il s'en était suivi une désolation peu commune dans toute la capitale. Une ancienne chronique dit même qu'on y brisait les statues de Bouddha, les objets du culte bouddhique, et en empilant le bois, encore enduit de cinabre ou plaqué d'or et d'argent au bord du chemin, on les vendait pour servir de matériaux de chauffage. Comme la capitale elle-même se trouvait dans cet état, on avait bien entendu renoncé à la réfection de la porte Rashomon. Personne n'y prêtait attention. Lorsqu'elle fut complètement tombée en ruine, renards et voleurs en tirèrent parti. Les uns et les autres en firent leur gîte. Enfin, on en était venu à jeter les cadavres non réclamés dans la galerie de la porte. À la chute du jour, les gens, pris de peur, n'en approchaient même pas. En revanche, les corbeaux y venaient par bandes d'on ne sait où. Dans la journée, innombrables, ils venaient en cercle autour des hautes tuiles cornières en croissant. Au coucher du soleil, ils se détachaient comme des graines de sésame parsemées sur le ciel empourpré qui s'étendait au-dessus de la porte. Ils venaient évidemment becqueter les cadavres délaissés. Ce soir-là, peut-être à cause de l'heure tardive, on n'en voyait pas un seul. Mais leurs fientes collées çà et là formaient de petites taches blanches sur l'escalier de pierre qui menaçait de s'écrouler, et de longues herbes blanches envahissaient les fentes. Sur la plus haute des 7 marches, l'homme, accroupi sur le pan de sa robe bleu foncé, usée par de nombreux lavages, regardait d'un air absent la pluie tomber. Il ne se souciait que d'une grosse pustule poussée sur sa joue droite. L'auteur écrivait tout à l'heure, un homme de basse condition était là à attendre une accalmie de la pluie. À vrai dire, cet homme n'avait rien à faire même si la pluie cessait de tomber. En temps ordinaire, il aurait dû rentrer chez son patron. Mais ce dernier l'avait congédié 4 ou 5 jours auparavant. À cette époque-là, la ville de Kyoto, comme je l'ai déjà dit, était sous le coup d'une désolation peu commune. Aussi la disgrâce de cet homme renvoyé par le patron qui l'avait servi depuis longtemps n'en était-elle en réalité qu'une conséquence insignifiante. Il aurait donc mieux valu dire « un homme de basse condition, dépourvu de tout moyen, était bloqué par la pluie, sans savoir où aller », qu'écrire « un homme de basse condition était là à attendre l'accalmie ». De plus, l'aspect du ciel ce jour-là contribuait sensiblement à la dépression morale de cet homme de l'époque Heian. La pluie qui avait commencé à tomber vers la fin de l'heure de singe ne paraissait guère devoir cesser. Depuis quelque temps, l'homme, absorbé par le problème urgent de sa vie de demain, cherchant à résoudre une question qu'il savait sans solution, écoutait, d'un air absent en ruminant ses pensées décousues, le bruissement de la pluie qui tombait sur l'avenue Suzaku. La pluie enveloppait la porte Rashomon et par rafales venues de loin amplifiait le bruit de sa chute. Les ténèbres abaissaient peu à peu le ciel et le toit de la porte soutenait, du bout de ses tuiles cornières obliques, la lourde masse des sombres nuages. Pour résoudre un problème insoluble, on ne peut pas s'attarder à choisir un moyen. Sinon, on pourrait bien mourir de faim au pied d'un talus ou au bord d'un chemin, et son corps serait jeté dans la galerie de la porte comme celui d'un chien crevé. Si tous les moyens étaient permis, la pensée de l'homme, après de multiples détours, se fixa enfin sur ce point décisif. Mais ce si, en fin de compte, restait pour lui toujours le même si. Tout en reconnaissant que n'importe quel moyen serait justifié, il lui manquait le courage de faire le premier pas demandé par la situation même et d'admettre franchement cette conclusion inévitable. Il n'est d'autre ressource que de se faire voleur. Avec un grand éternuement, l'homme se releva paresseusement. À Kyoto, où la température baisse sensiblement le soir, le froid faisait déjà désirer un brasero. Dans l'obscurité qui commençait à régner,
le vent soufflait violemment entre les colonnes de la porte. Le criquet qui s'était posé sur la colonne enduite de cinabre avait disparu. L'homme, le cou dans les épaules, regarda autour de la porte, relevant les rabats de la robe bleu foncé qu'il portait sur du linge de couleur jaune, car il s'était décidé à chercher, pour y passer la nuit, un coin qui lui permettrait de dormir à son aise, loin du regard des hommes et à l'abri de la pluie et du vent. Son regard tomba sur une large échelle enduite de cinabre elle aussi, qui conduisait à la galerie de la porte. Tous ceux qu'il pouvait rencontrer là-haut ne devaient être, de toute manière, que des cadavres. L'homme, alors, prudemment, afin d'éviter que son sabre à poignée nue ne se dégainât, posa son pied chaussé de sandales sur la première marche de l'échelle. Quelques instants s'écoulèrent. À mi-hauteur de la large échelle qui conduisait à la galerie, le voilà qui, recroquevillé comme un chat, retenant son souffle, épie ce qui se passe là-haut. La lueur venant de la galerie éclairait faiblement sa joue droite, la joue où, dans une broussaille de favoris courts, poussait un bourgeon rouge et purulent. L'homme, dès le début, avait été loin d'imaginer qu'il trouverait autre chose que des cadavres. Mais, ayant monté 2 ou 3 marches, il lui sembla qu'il y avait là une lumière tenue par quelqu'un et qui bougeait. Son soupçon venait de ce qu'une lueur trouble et jaune se reflétait, vacillante, et se déplaçait sur le plafond au coin duquel pendaient des toiles d'araignée. Ce n'était certes pas un être normal qui, par cette nuit de pluie, tenait une lumière dans la galerie de la porte Lachaud. L'homme, étouffant le bruit de ses pas comme un gecko, se hissa jusqu'à la dernière marche de l'échelle raide. Et le corps aplati, le cou allongé autant que possible, il scruta presque transi de frayeur l'intérieur de la galerie. Ainsi qu'il l'avait entendu dire, les cadavres négligemment jetés jonchaient le sol. Mais le champ de la lumière étant plus étroit qu'il ne l'avait imaginé, il n'arriva pas à en préciser le nombre. Il pouvait seulement distinguer, sous la faible lumière, des corps nus et d'autres encore vêtus. Il y avait des hommes et des femmes, semblait-il. Tous ces cadavres, sans exception, gisaient sur le plancher, à la manière de poupées en terre, bouche bée, bras allongés. Qui y reconnaîtrait des êtres vivants d'hier ? Certaines parties proéminentes de ces corps, comme les épaules ou la poitrine, éclairées par de vagues lueurs, rendaient le reste plus sombre encore. Ils étaient ainsi comme figés dans un mutisme implacable. À l'odeur de pourriture, l'homme se boucha instinctivement le nez de sa main qu'il laissa vite retomber, car une sensation plus forte vint presque abolir son odorat. C'est qu'à cet instant, ses yeux venaient de discerner une forme accroupie au milieu des cadavres. C'était une vieille femme vêtue de guenilles rousses, aux cheveux blancs, décharnés, hâve, à l'aspect simiesque. Une torche de pain à la main droite, elle se penchait comme pour l'examiner sur la tête d'un cadavre à la longue chevelure, ce qui laissait supposer que c'était celui d'une femme. Pétrifié par une peur mêlée de curiosité, l'homme en eut le souffle coupé quelques instants. Pour emprunter l'expression de l'auteur de l'ancienne chronique, il sentit les poils de son corps se hérisser. Bientôt, la vieille femme planta la torche entre les planches de la galerie et, posant ses mains sur la tête du cadavre qu'elle venait de contempler, se mit à retirer un, à la manière d'une guenon épouillant son petit, les longs cheveux qui, avec le mouvement de ses mains, semblaient s'arracher sans peine. Au fur et à mesure que les cheveux se détachaient, la peur de l'homme cédait la place à une haine envers la vieille femme, haine qui ne cessait de devenir de plus en plus vive dans son cœur. Non, il ne semblerait pas exact de dire envers la vieille femme. On devrait plutôt dire qu'une répulsion contre le mal s'empara de lui, et qu'elle s'amplifiait de minute en minute. Si, à cet instant, quelqu'un lui avait de nouveau posé la question qui l'avait préoccupé sous la porte, à savoir l'alternative entre devenir voleur et mourir de faim, nul doute que cet homme n'eût choisi sans hésiter la seconde possibilité. Car sa haine contre le mal commençait à s'enflammer comme la torche que la vieille femme avait fichée entre les planches. Cependant, il ne comprenait pas pourquoi elle arrachait les cheveux des cadavres. Aussi lui était-il impossible de porter un jugement moral et raisonnable. Toutefois, pour lui, le seul fait d'épiler des cadavres dans la galerie de la porte Lachaud, par une nuit de pluie, constituait déjà une faute impardonnable. Il oubliait, bien entendu, depuis assez longtemps, qu'il avait un instant songé à se faire voleur. D'un bond, l'homme sauta de l'échelle sur le plancher, et la main sur le sabre à poignée nue s'approcha à grands pas de la vieille femme. Il est superflu de dire que cette dernière sursauta. À la vue de l'homme,
Elle bondit comme une pierre lancée par la fronde. « Brute, où vas-tu » vociféra l'homme, barrant le chemin à la vieille femme, qui, affolée, trébuchant contre les cadavres, cherchait à fuir. Mais en le bousculant, elle tentait toujours de se sauver. L'homme, de son côté, la repoussait pour l'en empêcher. Quelques instants, ils s'empoignèrent au milieu des cadavres, sans mot dire. Inutile de dire l'issue. L'homme finit par pousser violemment son adversaire sur le plancher en lui tordant le bras, un bras décharné comme une patte de poule. « Que fais-tu ici ? Dis ! Sinon... » L'homme mit brusquement son acier blanc dégainé sous le nez de la vieille femme écroulée. Cependant, elle gardait le silence. Les bras tremblants, les épaules soulevées par une respiration violente et les yeux si largement écarquillés que les globes en étaient presque exorbités, elle s'obstinait à se taire comme muette. En la voyant ainsi, l'homme aperçut clairement que le sort de la vieille femme dépendait de sa seule volonté. Cela refroidit à son insu la haine qui brûlait en lui une minute auparavant. Il lui resta seulement cette satisfaction fière et calme qu'on éprouve à la suite d'un travail achevé. Il abaissa son regard vers la vieille femme et dit en adoucissant sa voix : « Ne me prends pas pour un agent du lieutenant criminel, je ne suis qu'un voyageur qui passait sous cette porte. Pas question donc de te ligoter ni de t'arrêter. Dis-moi seulement ce que tu faisais ici à pareille heure. » Sur ce, la vieille femme dévisagea l'autre de ses yeux plus écarquillés encore, des yeux farouches d'oiseau de proie aux orbites rougies. Ensuite, comme si elle mâchait quelque chose, elle remua ses lèvres dont les plis se confondaient presque avec son nez. Sur sa gorge décharnée, on voyait rouler sa pomme d'Adam saillante. C'est à cet instant qu'une voix rauque comme celle d'un croassement d'un corbeau ou passé des râles se fit entendre aux oreilles de l'homme. « De ses cheveux, de ses cheveux ! Je voulais en faire une perruque. » La banalité inattendue de cette réponse déçut l'homme. Ce changement d'humeur parut être ressenti par la vieille femme, qui, tenant toujours dans sa main les longs cheveux arrachés à la tête du cadavre, chuchota comme un crapaud qui coassait. « Arracher les cheveux au cadavre, je n'ignore pas, en effet, combien c'est vil. Mais crois-moi, tous ces morts le méritent bien. La femme, par exemple, à qui je viens d'arracher les cheveux, allait vendre au quartier des officiers de la chair séchée de serpent. Elle la coupait en des morceaux de 4 pouces de longueur qu'elle faisait passer pour du poisson. Si elle n'avait succombé à l'épidémie, elle continuerait à en vendre. Il paraît que les officiers en achetaient toujours pour leur nourriture, disant que c'était bon. Mais pour ma part, je ne crois pas que sa conduite ait été mauvaise. Elle ne pouvait faire autrement pour éviter de mourir de faim. Je ne crois pas que la mienne, elle aussi, soit répréhensible. Sinon, je mourrais de faim. Que veux-tu que je fasse ? Cette femme qui savait cela ne m'en voudra pas trop, j'en suis sûre. » La vieille femme parla à peu près en ces termes. L'homme, la main gauche sur la poignée de son sabre rengainé, suivait froidement ce récit, et sa main droite s'occupait toujours sur sa joue du gros bourgeon rouge et suppurant. Mais tandis qu'il écoutait, une sorte de résolution naissait dans son cœur. C'est cette résolution qui lui avait manqué tout à l'heure sous la porte, résolution qui allait à contresens de celle qu'il avait prise lorsqu'il était monté à la galerie et avait saisi la vieille femme. L'homme n'hésitait plus désormais entre mourir de faim et voler. Mieux encore, à cet instant, mourir de faim était pour lui une préoccupation si éloignée de son sentiment, si bien chassée de sa conscience, qu'il ne pouvait même plus y penser. Le récit de la vieille femme terminé, il insista en ricanant. « Est-ce vrai, ce que tu dis ?» Puis, faisant un pas en avant, il détacha brusquement sa main droite du bourgeon de son visage, saisit le col de la vieille femme et lui cracha au visage. « Alors tu ne m'en voudras pas, à moi non plus, si je prends ton vêtement. Autrement, je mourrais de faim, moi aussi. » Il la déshabilla rapidement, et d'un coup de pied, il rejeta sur les cadavres la vieille femme qui se cramponnait à ses jambes. Il n'y avait que 5 pas jusqu'à la cage de l'échelle. Le vêtement de couleur rousse sous le bras, l'homme s'y précipita, la dévala, et la nuit obscure l'engloutit. Quelque temps plus tard, la vieille femme qui était affaissée comme une morte se releva, toute nue parmi les cadavres. À la lueur du flambeau qui éclairait encore, elle rampa, grommelant et gémissant, jusqu'à l'échelle. De là, la tête penchée en avant, laissant retomber ses cheveux blancs et courts, elle se mit à observer le bas de la porte. Dehors, tout était ténèbres. Ce qu'il advint de l'homme de basse condition, nul jamais ne le sut.